Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices et chers internautes de la Jeune 7 TV, c'est avec un immense plaisir que nous recevons dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Débat de la Jeune. Votre émission pour ce nouveau numéro, Débat de la Jeune, nous avons également le plaisir de recevoir ce matin M. Suleiman Ndoye, député à l'Assemblée nationale, président du conseil départemental de Rufisque. Président Ndoye, bonjour, c'est un immense plaisir avec nous justement sur ce plateau ce matin. Bonjour Youssoufa, c'est avec plaisir que je découvre cet instrument médiatique dans notre département qui est La Jeune 7. Merci beaucoup. Qui montre un peu l'engagement des jeunes à partager la communication avec les internautes que vous venez de citer. Merci. Et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Président Suleiman Ndoye, député à l'Assemblée nationale, également président du conseil départemental de Rufisque. Président, justement avant d'abord d'entamer cette émission, on voudrait d'abord savoir qui est justement Suleiman Ndoye. Parlez-nous de vous. Suleiman Ndoye est un Rufisquois qui est né à Rufisque, qui a grandi à Rufisque, qui a fait ses études à Dakar, qui est revenu ici à Rufisque, qui a été un acteur du mouvement associatif avant d'intégrer la politique. Chemin faisant, j'ai allié les affaires, la politique et le mouvement associatif. Donc, Suleiman Ndoye est en quelque sorte un serviteur du département. Serviteur du département, justement, et ce qui fait que vous avez été nommé à la tête du conseil départemental de Rufisque depuis 2014 et installé officiellement 6 ans après. Quel bilan tirez-vous justement de votre gestion? Je pourrais faire le bilan, comme vous l'avez si bien dit, mais tout d'abord, il faut connaître l'origine de la création du conseil départemental de Rufisque, qui est une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite à son élection en 2012. Il a voulu réformer le code des collectivités territoriales en instaurant le département et la commune comme ordre de collectivité territoriale. Lors le département a été installé en 2014, l'ensemble des départements du Sénégal, nous sommes à peu près 42, parce qu'il y a 3 qui n'ont pas ce titre de département, c'est le département de Pikine, le département de Guédiawaye et le département de Dakar, dont le périmètre couvre la ville. Ils ont continué donc à avoir l'appellation de la ville, contrairement au département de Rufisque où il y a une ville qui couvre 3 communes, est, ouest et nord, mais il y a d'autres communes qui engagent le département, ce qui fait que le conseil départemental a été instauré ici comme ordre de collectivité territoriale. Nous avons des compétences qui nous ont été données par la loi, c'est-à-dire promouvoir surtout le développement économique, social, environnemental. Quand on parle de promouvoir le développement, cela couvre vraiment tous ces aspects, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, sur l'environnement, etc. C'est un processus qui est en transition, dans la mesure où les moyens ne suivent pas les compétences qui nous sont transférées. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire tout simplement que jusqu'à ce jour, depuis la création du conseil départemental, nos moyens de fonctionnement, d'investissement proviennent souvent de l'État, sur la base de répartition des fonds de dotation et des fonds de concours. Comme vous le savez, ces fonds étaient évolutifs de 2014 à nos jours, mais pas évolutifs sur le fait que nous ayons des moyens qui peuvent nous faire prendre en charge l'ensemble des compétences qui nous ont été transférées. Par exemple, le cas de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons comme compétence de construire les écoles, les lycées, etc. Mais sur le plan budgétaire, les moyens ne suivent pas pour cela. C'est vrai que la réflexion est en cours depuis pratiquement plusieurs années. Et récemment, le président de la République a pris la décision de renforcer les moyens du département. Et ils sont dans la réflexion même de transférer le budget consolidé d'investissement, c'est-à-dire le BCI, aux collectivités territoriales pour prendre en charge ces préoccupations, tant sur le plan de la santé que sur le plan de l'éducation. Avant justement d'en venir justement au bilan d'abord, vous êtes souvent critiqué justement, peut-être c'est ce qui fait justement l'objet de cette émission, Suleiman Ndoye avec le conseil départemental, une institution budgétivore qui mange beaucoup de trucs, mais après aucune rentabilité. J'ai souvent entendu, j'ai souvent vu ça évidemment. Est-ce que justement c'est le cas? On vous taxe souvent de voyager, les privilèges, mais après il n'y a aucune vraiment importance pour la communauté, cette institution? Bon, vous savez, le jugement, il est
indépendant, hein, chacun peut faire son appréciation du fonctionnement du conseil départemental comme il l'entend. Mais avant de critiquer ou bien avant de donner des indications sur le fonctionnement, il faut connaître. Je disais tout de suite que le conseil départemental fonctionne sur la base des fonds de dotation. Ces fonds de dotation sont évolutifs de 2014 à nos jours. Je voudrais rappeler qu'à notre installation au mois de juillet 2014, les premiers fonds reçus de l'État du Sénégal tournent autour de 20 millions. Est-ce que 20 millions peut faire fonctionner une institution? C'est une question que je vous pose. Parce que tout simplement, nous avons pu en ce moment recevoir le personnel du conseil régional qui nous a été transféré, et ces 20 millions ont servi tout simplement à payer la masse salariale. Donc, de juillet à décembre, le conseil a fonctionné sans ressources. Deuxièmement, en 2015, nous avons reçu nos premiers budgets, qui tournent autour de 160 millions. Et avec les décrets de répartition du conseil régional, nous avons hérité d'un personnel. Parce qu'il y avait une pléthore de personnel au niveau du conseil régional. L'ensemble des collectivités territoriales, surtout des collectivités départementales de la région de Dakar, sont partagées ce personnel. Nous avons eu à recevoir peut-être une cinquantaine d'agents provenant du conseil régional. Il n'était pas de notre ressort de modifier la masse salariale, etc., que nous avons mis à l'intérieur de notre budget. Dites-vous que rien que ce budget reçu du conseil en masse salariale reçu de la région bouffait tout notre budget. Donc, en réalité, on n'avait pas de budget de fonctionnement. Et l'engagement de l'État à cette époque, c'était de pouvoir les moyens pour permettre aux institutions de fonctionner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. De 2015 à nos jours, nous avons fonctionné sur un budget évolutif de 10%. Peut-être moins. Avec de 160 millions, je suis passé en 2016 à 170 millions, à 180 millions, à 190 millions, jusqu'à 200 millions au moment où nous parlons. Si vous avez un budget de fonctionnement de 200 millions, avec un fonds de concours qui tourne autour de 60 à 80 millions, dites-moi ce que le conseil peut faire vraiment par rapport aux compétences qui nous sont transférées. Néanmoins, le conseil a posé beaucoup d'actes. De 2015 à nos jours, il n'y a pas une commune où le conseil n'a pas reçu des investissements. Que ce soit les 12 communes du département, je pourrais les énumérer. Que ce soit sur la construction des murs de clôture pour sécuriser d'abord les établissements, la construction des salles de classe, la réhabilitation et l'accompagnement même sur le plan de la santé. Donc beaucoup d'actes ont été posés par le conseil. Ça nous a permis aussi de ne pas avoir d'arrière de salaire. Nous sommes peut-être la seule institution qui n'a jamais reçu quoi que ce soit de l'État en matière de paiement de salaire. Parce que chaque fois que nous recevons notre budget, ça c'est un engagement qui est personnel, la première chose que je fais, c'est de sécuriser le salaire des agents. Le reste maintenant, nous fonctionnons. Je peux vous dire que parfois, le conseil fonctionne sur des ressources proprement. Cela, je n'ai pas besoin de le dire parce qu'il m'appartient quand même de faire vivre ce conseil, de l'animer et d'y injecter des ressources quitte à aller les chercher ailleurs si ce n'est pas possible de les prendre sur le monde. Ceux qui critiquent le conseil n'a pas une fiscalité propre. Nous ne dépendons uniquement que des fonds alloués par l'État du Sénégal, que ce soit le fonds d'investissement, le FDD et le fonds de collectivité, les STM. Voilà tout ce que nous recevons de l'État. Dites-moi maintenant, avec ça, si je vous donne aujourd'hui le bilan des actions qui ont été menées par le Conseil à travers la coopération décentralisée, à travers l'accompagnement aux établissements scolaires, aux établissements de santé. Nous avons vécu cette année la Covid, la position du Conseil, le sacrifice que le Conseil a fait. Vous me direz après si le Conseil a un bon bilan ou pas. La Covid, les inondations, beaucoup d'autres problèmes, hein, le phénomène des migrations, les jeunes qui sont en train de quitter. Est-ce que le Conseil travaille également dans ce sens pour sensibiliser justement la communauté? Le Conseil travaille sur tous les aspects liés au développement économique et social du pays. Cela donc couvre tout ce que vous venez d'énumérer comme facteur. Je disais tout à l'heure que malgré nos faibles moyens, nous avons réussi à injecter les moyens que nous recevons auprès des établissements scolaires. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, lundi dernier, j'ai fait une tournée des établissements scolaires par rapport à la pléthore d'élèves qui sont intervenus suite à la pandémie de la Covid que nous venons de vivre.
réhabilitation de salles de classe à Yen, des constructions de salles de classe à Sébikotane, construction et réhabilitation à Bargny, au lycée Camp Marchand, au lycée Abdoulaye Sadji. Et pour ces deux derniers établissements, c'était avec l'accompagnement de la société. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons réhabilité le lycée de Bambilor et les chantiers ont démarré au niveau de Djahaï. Auparavant, nous étions à Sangalkam et à Sébikotane dans le cadre des investissements pour sécuriser un peu ces établissements qui n'avaient pas de mur de clôture, etc. Donc, pas mal d'actions ont été menées par le Conseil. Nous avons aussi fourni des tables bancs et nous accompagnons aussi en termes de matériel reprographique certains lycées, comme le lycée Grand Marchand, le lycée de... Il y a un autre lycée qui a reçu encore ces dotations du Conseil départemental pour accompagner tout simplement les élèves. Vous venez de le dire, durant la Covid-2019, le Conseil a été très actif. Depuis la mise en place du comité de gestion départemental avec le préfet, dont le conseil départemental à ma personne a eu à assurer non seulement la gestion de la comptabilité matière, mais être très opérationnel sur le terrain. Nous avons non seulement participé en tant qu'institution, parce que le conseil a participé à plusieurs niveaux. Nous avons participé en tant qu'institution ici pour accompagner le comité de gestion, mais nous avons participé aussi au niveau étatique, au niveau national. Nous avons fait aussi appel à nos partenaires, comme la région Île-de-France, qui a pu doter le conseil de subventions et de matériel, surtout en masques. Nous avons reçu 100 000 masques qui ont été distribués à l'ensemble des communes du département. Et pas mal d'actions ont été menées dans ce sens. Quand il y a eu la fermeture des écoles et que le président de la République a décidé de sa réouverture au mois de juin, le Conseil a eu à accompagner tous les lycées lycéens sur un dispositif sanitaire, comme cela a été prescrit par le protocole. Donc, c'est des actions que nous avons menées. Peut-être qu'il est vrai qu'on ne fait pas trop de communication. Justement. Énormément d'actions ont été menées par le Conseil. Au plan de la coopération, nous avons hérité pas mal de dossiers de la coopération aussi émanant de la région Île-de-France qui ont été bloqués pour des raisons que je ne m'attarderai pas à expliquer. Des raisons politiques. Pas des raisons politiques. En fait, c'était des raisons de gestion interne à la région Île-de-France. Parce que c'était des conventions signées entre la région Île-de-France et la région de Dakar, mais qui n'ont pas pu se poursuivre du fait que c'est des montants qui étaient envoyés au niveau du trésor public et dont l'utilisation reste un flou par rapport à nous-mêmes. Donc il a fallu se battre pendant des années et avec l'appui du ministre des collectivités territoriales qui a effectué et qui nous a accompagnés lors d'un voyage spécial au niveau de la région de France pour débloquer cette situation. Aujourd'hui on parle de marketing territorial où les contrats ont été signés, on parle de beaucoup d'activités qui vont être reprises entre la région Île-de-France et le conseil départemental de Dakar. À cela s'ajoute beaucoup d'initiatives que le conseil a prises et qui a permis à l'Union européenne de nous accompagner. Je pourrais donner l'exemple des cantines scolaires qui vont être opérationnelles à partir du 15 décembre, lancées officiellement à partir du 15 décembre, où après la phase test, le conseil a eu à bénéficier de l'Union européenne d'une enveloppe globale qui tourne autour de 260 millions. L'enveloppe globale pour financer quand même l'opérationnalisation des cantines scolaires tourne autour de 400 millions. Mais les 51% ou les 49% de ce financement nous ont déjà été octroyés avec l'Union européenne, en compagnie de nos partenaires comme le GRDR et SICODER, qui nous accompagnent sur cela. Et comme vous le savez, en 2018, nous avons organisé un grand forum, un forum international, qui a eu la présence du chef de l'État, qui est venu lui-même lancer ce forum. C'était pour permettre aux acteurs du département, aux partenaires internationaux, de pouvoir échanger sur le potentiel économique social du département de Lille pour en faire vraiment une promotion. Donc pas mal d'activités ont été menées. Donc quand on dit que le conseil est budgétivore et que le conseil ne fait rien, bon, je laisse aux gens apprécier vraiment les activités du conseil départemental. À vous entendre parler, évidemment, beaucoup de choses ont été faites au niveau du conseil départemental, mais à mon avis, la vulgarisation justement, la communication de toutes ces actions n'ont pas été faites, ce qui peut-être a quand même permis d'installer certains nuages auprès des populations, très certainement. Bon, je vous ai dit, je le reconnais, je ne suis pas trop
des spécialistes maison qui travaillaient. Vous connaissez votre confrère du lycée qui s'occupait de la COP au niveau du conseil départemental. Nous avons lancé pas mal de sites aussi pour développer ce secteur. Mais bon, il y a toujours des failles dans ce domaine. Il faut des spécialistes peut-être pour suivre de très près. Nous sommes en train d'innover, de changer cette méthode de communication. Et aujourd'hui, nous montrons beaucoup plus les activités du conseil à travers la communication tous les jours. Et cela démontre un peu de notre volonté de partager tout ce que nous sommes en train de faire avec les populations. Avec les populations, et effectivement, c'est très important. En tout cas, nous le savons, Souleymane Ndoye a été élu à la tête du conseil départemental en 2014. 2014-2020, 6 ans, justement. Est-ce que vous serez candidat à votre propre succession très prochainement, oui ou non? Bon, répondre à cette question me sera très difficile parce que nous ne sommes pas encore dans l'évaluation de la candidature future pour les élections locales. Comme je le dis souvent, nous sommes dans un processus de dialogue national qui est initié au lendemain de la victoire du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a appelé l'ensemble des acteurs pour échanger un peu sur le Sénégal en général. Ceci a débouché sur la mise en place d'un cadre qui est dénommé dialogue national, où beaucoup de commissions sont en train de travailler, que ce soit la commission politique, la commission économique, la commission de la décentralisation, et faire des propositions. Je pense qu'il serait plus juste d'attendre le dénouement de toutes ces propositions, qu'on ait une loi pour dire voilà le processus électoral au Sénégal afin de se définir sur le futur. Mais comme je le dis souvent, nous avons hérité d'une institution, nous avons essayé de démontrer sa viabilité et son importance sur le dispositif quand même des collectivités territoriales et de la décentralisation. Nous attendons un peu d'avoir tous ces aspects entre nos mains pour se définir sur le futur. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, l'acte 3 de la décentralisation, son enjeu, c'est de créer des territoires viables. Aujourd'hui, il faut faire vraiment le diagnostic de la viabilité de ces territoires, que ce soit les départements, que ce soit les communes. Est-ce qu'il est opportun de les maintenir? Est-ce qu'il est opportun de changer aujourd'hui les visions, comme l'a dit le président de la République, en parlant de métropole internationale, de métropole d'équilibre, prendre les préoccupations au niveau des localités, des populations. Il y a trop d'aspects qui sont en discussion, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de l'État central, au niveau des organisations politiques. Et à partir de là, dès que les conclusions seront tirées et que le président donnera la ligne de conduite pour le processus à suivre, nous pourrons nous déterminer sur notre candidature ou pas. Mais ce qui est sûr et certain, nous serons constants dans notre façon de nous engager à défendre les Rufisquois partout où nous sommes, et quelle que soit la station. Vous parlez justement de dialogue national. On a vu, surtout ces derniers jours, le ralliement massif de l'opposition vers la mouvance présidentielle. Est-ce que c'était justement l'objectif de ces consultations à votre niveau, Souleymane Ndoye? Vous savez, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a toujours véhiculé un message très fort, la patrie avant le parti. Quand on parle de patrie, c'est une composante globale, c'est-à-dire c'est tous les acteurs qui sont membres quand même de la patrie. Et la patrie du Sénégal nous appartient tous. Je voudrais toujours rappeler que toutes ces personnes aujourd'hui qui ont répondu à l'appel du président de la République ont été des acteurs déterminants en 2012. Personne ne peut le nier. Que ce soit Idrissa Seck, que ce soit Aïssata Tall Sall, hormis peut-être ceux qui étaient carrément membres de la mouvance du président Abdoulaye Wade. Ils ont été tous des acteurs déterminants de l'élection du président Macky Sall. Et ils l'ont accompagné durant quelques mois. Même si entre-temps, il y a eu aussi la fissure entre eux. Il faut les accepter, la fissure en politique. Nous ne sommes pas des éternels dans le compagnonnage. Même dans nos mariages de maison, on peut avoir des difficultés avec nos épouses. Et il arrive qu'on se réconcilie après. Mais ça ne doit pas être un débat qui permet quand même de juger des personnes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge des personnes. Ce que je conçois, c'est l'intérêt du Sénégal. Et si nous devons nous retrouver aujourd'hui pour que le Sénégal aille de l'avant, pour prendre en charge toutes les préoccupations, parce que nous sommes dans un monde d'urgence. Vous voyez que déjà, regardez le président nouvellement élu des États-Unis, Joe Biden. Il a déjà commencé à travailler sur les urgences alors qu'il n'est pas encore installé. Nous sommes dans ça.
n'ont plus de temps à perdre. Si aujourd'hui, résoudre les problèmes des Sénégalais, sur le plan social, sur le plan de la migration clandestine, nécessite que tout le monde se retrouve autour d'une table, mais il est très normal, très normal que nous puissions travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est ça un peu les grandes... Trouver des solutions, et ça dit que le pouvoir donc a échoué ou bien a été impuissant ou incapable justement, ce qui fait qu'il a fait appel à cette opposition, peut-être pour trouver ensemble des solutions. Une stabilité sociale est toujours nécessaire dans un pays. Le pouvoir n'a pas échoué, parce qu'en réalité, le président est en train de dérouler le programme pour lequel il a été élu. On ne nous dira pas qu'il n'y a pas des avancées au Sénégal depuis l'installation du président Macky Sall. Les chiffres économiques nous donnent toujours raison. Regardez la situation de l'électricité. Où nous avons trouvé ce pays à nos jours. Regardez la situation de l'agriculture du monde agricole. Est-ce que c'est la même de 2012 à nos jours? On peut faire vraiment le bilan du président Macky Sall, point par point, secteur par secteur, et regarder ce qui s'est passé il y a 10 ans et maintenant. Maintenant, on ne peut pas atteindre à 100% les objectifs constatés. Ça, c'est extrêmement difficile. Si aujourd'hui, on prend point par point pour faire le bilan d'étape du président Macky Sall sur ces deux mandats, le premier et la deuxième mandature qui est en cours, nous saurons vraiment qu'il y a une progression. Maintenant, il faut accélérer les choses, comme je le dis souvent. Accélérer ces choses nécessite quand même qu'il y ait une stabilité sociale. C'est pour cette raison qu'il a lancé un appel global à tous les acteurs politiques pour qu'on se retrouve autour d'une table et qu'ensemble, chacun, en ce qui le concerne, peut apporter sa stratégie pour faire avancer. Êtes-vous pour la transhumance alors? Vous savez, ce qui transhume, c'est le détail. Hein. C'est le détail qui transhume, pas des êtres. Le terme aussi est utilisé de fonds politiques, on l'entend souvent. Moi, je ne parle jamais de transhumance. Je parle d'intérêt pour le Sénégal. Je parle de... Qui n'a pas transhumé dans ce pays, comme vous le dites? Qui? Donnez-moi des exemples. Qui n'a pas transhumé? Même vous, journalistes, vous transhumez. Même vous, journalistes, vous critiquez de radio, vous changez de radio. Alors, vous critiquez pas pour cela. Je pense qu'il faut laisser le soin aux politiciens, quand ils jugent opportun de s'accompagner dans un cadre qui permet le développement du pays, de pouvoir changer de cadre. Mais ça, ce n'est pas de la transhumance comme vous l'appelez. D'accord. Nous ne sommes pas des marchandises, nous ne sommes pas des animaux. D'accord. Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, chers internautes, je rappelle que nous recevons justement dans ce nouveau numéro du débat de la jeune, M. Souleymane Ndoye, député à l'Assemblée nationale, également président du conseil départemental de Rufisque. M. Souleymane Ndoye, vous avez été 2 fois député CEDEAO. Qu'est-ce que le département a gagné dans cette mission, très concrètement? Quels sont les grands dossiers justement que vous avez défendus? D'abord, il faut savoir ou bien connaître le sens de l'existence du Parlement de la CEDEAO. Parce que si vous me dites qu'est-ce que le département a gagné, je ne suis pas à la CEDEAO pour représenter le département de Rufisque d'abord. Je suis au Parlement de la CEDEAO pour représenter l'État du Sénégal et faire le serment de servir la communauté ouest-africaine. Voilà, déjà, il faut lever les nuances dans le cadre de cette mission. La CEDEAO, c'était avant tout un parlement consultatif. Et en 2016, grâce à la diligence du président Cissé Lo, que je salue, nous sommes passés de parlement consultatif à un parlement qui légifère sur certains points, sur le budget, etc. Je ne suis pas à ma 2e législature, je suis à ma 3e législature au Parlement de la CEDEAO. J'ai fait la 3e législature 2012-2016, j'ai fait la 4e législature 2016-2020 et je suis en train de faire la 5e législature de 2020 à 2024. Donc, la mission du Parlement de la CEDEAO, c'est de défendre les intérêts des populations, pas même les intérêts des États. Dans notre serment, on nous dit, vous ne défendez pas l'intérêt de l'État, il vous a délégué. Défendez l'intérêt des populations. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine. J'ai été, lors de la première législature, rapporteur général de la Commission agriculture. À la 2e législature, j'ai été rapporteur de la Commission des finances, de l'audit du budget. Et actuellement, dans la 3e, je suis vice-président de la Commission des finances, de l'audit et du budget. Donc, je connais à peu près le fonctionnement de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, qui est un Parlement très efficace et qui prend en compte beaucoup de préoccupations, surtout dans le domaine de la paix et de la sécurité. Nous avons beaucoup de missions à l'ambassade. Nous faisons beaucoup de recommandations à l'endroit des chefs d'État et
Et telle est la mission qui nous est déjà signée au niveau de la CEDEAO. Mais en parlant de la CEDEAO, de la préoccupation des populations du département se trouvent dans Exactement, tout à fait, c'était ma question. Oui. voilà, donc nous sommes tenus donc d'écouter, d'entendre et de porter souvent les préoccupations de toutes les populations africaines en général, sénégalaises en particulier, peut-être plus quoi, pour essayer de trouver l'apport que la CEDEAO au niveau de la Commission peut apporter à ces populations. Quelle est aujourd'hui la position exacte de la CEDEAO sur le fléau des troisième mandats qui est maintenant en vogue dans la sous-région, Souleymane Ndoye? Vous savez, c'est des problèmes de constitutionnalité au niveau de chaque État. La CEDEAO, au-delà de son caractère régional, quand même respecte les États dans leur souveraineté. Donc, il y en a même qui pensent proposer à la CEDEAO de définir un cadre qui réglemente un peu ces histoires de troisième mandat. Mais la CEDEAO n'est pas un État dans des États. C'est pas un État, c'est une association d'États qui pense pouvoir travailler, accompagner les populations dans leur bien-être, etc. Mais bon, c'est des positions très sensibles. Vous avez vu les cas de la Côte d'Ivoire, vous avez vu les cas de la Guinée, qui ont leur constitution propre, qui n'est pas définie par la CEDEAO. Le Sénégal, on en parle aussi. Le Sénégal, on en parle. Bon, le Sénégal, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore des spécialistes. Moi, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel pour pouvoir nous prononcer sur ces éventualités. Il y a des professeurs plus émérites que moi, comme le professeur Ismaël Major Fall, qui pourraient peut-être mieux répondre à ce genre de questions, parce que d'abord, ils ont piloté tout ce processus. Mais bon, moi, en tant que citoyen, je m'en limite à la décision du Conseil constitutionnel, qui, le jour J, recevra d'abord... Mais le Conseil a déjà... la question est déjà résolue auprès du Conseil. Non, mais le Conseil... Nul n'a le droit, justement... Ça, c'est la Constitution. C'est pas le Conseil constitutionnel. Oui, c'est la Constitution, parfaitement. Limite le nombre de mandats. D'abord, pour pouvoir juger de cela, il faut savoir qui est candidat et qui ne l'est pas. Et je n'ai pas encore, à l'état actuel de la vie politique sénégalaise, entendu des leaders politiques se projeter à être candidats à l'élection présidentielle de 2024 ou peut-être ailleurs, jusqu'à ce jour. Donc, laissons le temps au fonctionnement légal de notre État. À l'approche de ces élections, les candidats pressentis vont se déclarer et le Conseil constitutionnel va arbitrer qui est dans la légalité et qui ne l'est pas pour être. Personnellement, quelle est votre position, très personnellement, sur la question des troisième mandats? Êtes-vous pour ou contre, vous, Souleymane Ndoye? Je vous ai dit que... Pas en tant que député, mais en tant que citoyen africain. Je vous ai dit que, vous savez, les histoires de mandats, c'est des histoires qui concernent des États. La possibilité pour un État d'avoir 2, 3, 4 mandats dépend de la vision que les Sénégalais ont donnée à cette constitution. Comme vous l'avez si bien dit, la constitution du Sénégal dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Successifs. Dans cette appréciation, quels sont les mandats en cours? Ça, j'ai dit que je ne peux pas interpréter toute cette constitution parce que je ne suis pas un constitutionnaliste. Donc je ne m'engagerai pas dans ce débat de constitutionnalisme ou de 3e ou 4e mandat. Ce qui m'intéresse un peu, c'est les conditions de vie de nos populations. En politique, justement, pour finir, on est justement en termes de cette émission, vous militez à Rufisque-Ouest, où, dans le maire, on le sait très bien, Alioune Mar est un géant justement du PDS, Parti démocratique sénégalais. Est-ce facile pour vous, ce terrain miné justement, occupé et largement quand même gagné par le maire Alioune Mar? Bon, c'est peut-être ce que vous pensez de par votre analyse, mais ce que je sais moi de notre vie politique au niveau de la commune de Rufisque-Ouest, d'abord je salue la représentativité du maire Alioune Mar, qui n'est plus du PDS, il a été un membre actif du PDS, au même titre que la députée Awa Diop et tant d'autres responsables comme Alioune Souaré qui constituaient le bloc majeur du PDS. Je vous rappelle qu'en 2012, pendant que nous étions dans l'opposition avec le président Macky Sall, nous les avons battus. Hein? Ah oui? En 2012 et en 2014, lors des législatives de 2012. Il est vrai que quand nous sommes allés au local, c'est la seule élection là que nous avons perdu face à... Ouais, ils ont battu, hein, on se rappelle, très sévèrement d'ailleurs. Non, je regrette, on ne nous a pas battu sévèrement, parce que peut-être nous étions dans l'euphorie de bien gagner, étant donné qu'étant dans l'opposition, nous avons gagné les élections présidentielles et les élections législatives, donc nous avons pensé que les élections locales seraient une formalité. Malheureusement, d'abord, il y a eu ces problèmes, comme vous entendez, de l'unification du parti. Il y a énormément de groupes qui sont partis les uns à l'autre, sachant que chacun voulait être maire.
Ceci nous a porté préjudice, mais depuis lors, toutes les élections qui se sont déroulées ici, nous les avons gagnées, que ce soit le référendum de 2016, que ce soit les élections législatives de 2017, où il était tête de liste et j'étais tête de liste départementale, et que je l'ai battu. Et en 2019, nous nous sommes retrouvés ensemble pour accompagner le président de la République. Donc, leadership, c'est un leader que je respecte et qui fait un excellent travail politique, comme nous le reste, et tant d'autres responsables qui se trouvent au niveau de la coalition. Mais dire qu'il y a une inquiétude par rapport à ça, je regrette, non, tel n'est pas le cas. Vous dites qu'il n'y a plus du PDS désormais et depuis quand, officiellement? Depuis après 2017, hein, parce que je pense qu'en 2017, il était tête de liste de la coalition SOPI pour aller aux législatives. Mais en 2018-2009, à l'approche des présidentielles, il a créé un mouvement qui est opérationnel sur le terrain, qui a accompagné le président de la République et qui continue à faire son chemin. Et c'est la mort du PDS alors dans le département? Je ne dirais pas la mort du PDS parce qu'un parti ne meurt jamais. Tant qu'il y a des hommes qui sont là pour quand même le porter. Mais si les hommes là sont aujourd'hui en train de quitter petit à petit pour rallier évidemment. La racine ne meurt jamais dans un grand parti. Il restera toujours des hommes et des femmes qui continueront à porter un parti. Seulement Ndoye est justement candidat à la mairie de Rufisque-Ouest. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un processus de réforme du dialogue national. Vous n'avez aucune ambition alors pour... Ce n'est pas un problème d'ambition. Moi, je suis dans un groupe, je suis dans un parti, je suis dans une coalition. Être un leader ne veut pas dire se définir comme le propriétaire d'un fauteuil. C'est comme ça que je conçois les choses. Nous sommes dans un parti, il va falloir qu'on discute d'abord de l'homogénéité de ce parti, des forces et faiblesses qui peuvent nous permettre de désigner un candidat. Et nous sommes aussi dans une coalition que nous respectons. La coalition Benno Bokk Yakaar, c'est une forte coalition qui regroupe une vingtaine de partis. Et pourquoi dire toujours que moi, tant que sur les mandats, je dois être au devant? Il y a d'autres qui sont aussi ambitieux que moi pour porter aussi les doléances des populations. Donc c'est ensemble, dans un cadre convivial, que nous allons discuter de tout cela, voir qui ou quel, parce qu'on dit souvent que seuls les hommes. Mais il faut penser que c'est les femmes aussi pour être candidats. Donc il y a tout ce processus, il va falloir partager, discuter, analyser, pour définir vraiment le candidat idéal. Votre parti est aujourd'hui vraiment très mal en point dans le département, l'APR notamment. Quelle est votre position, votre avis sur cette... Très bien dans le département. Des guerres internes, c'est ça aussi? L'APR se porte très bien dans le département. La preuve, il y a 48 heures, samedi dernier, nous avons organisé un panel avec l'ensemble des responsables de Benno Bokk Yakaar pour parler du programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Quel impact pour le département de Rufisque? Et c'est l'occasion de remercier tous les participants qui sont venus des 12 collectivités territoriales de Rufisque, soit les maires, les députés, les hauts conseils économiques et sociaux, les directeurs généraux, les ministres qui ont participé vraiment à ces travaux, qui ont été d'une importance quand même pour le département. Mais souvent, le leadership du ministre Omar Gueye, coordonnateur justement départemental, a contesté. Parce que tout simplement, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, sur les 12 collectivités territoriales de Rufisque, pratiquement tous les maires sont de la mouvance présidentielle. Ça veut dire donc que la coalition Benno Bokk Yakaar se porte à merveille dans le département. Vous conviendrez cela avec vous? Tout à fait. Non, vous savez, l'APR c'est une machine de guerre. Une machine de guerre. L'APR en tant que parti, c'est une machine de guerre. Et nous respectons les directives de notre parti. Quand nous avons quitté les locales, c'est le président qui avait dit tous les maires qui ont eu à gagner leur collectivité sont les coordonnateurs du parti. Il se trouve que ceci a été mis en place dans pratiquement toutes les communes, sauf à Rufisque où nous avons perdu pratiquement les communes. Mais au-delà des maires, il y a surtout ceux qui ont des responsabilités, que ce soit les députés, le président du département et autres, qui ont eu à assumer leurs responsabilités dans ces collectivités territoriales. Mais partant de là, nous avons échangé, nous nous sommes parlé, et la seule personne qui a voulu, qui a pu quand même gagner au nom de l'APR ces collectivités territoriales, c'était le ministre Omar Gueye qui avait conduit la liste de Benno dans les 4C, raison pour laquelle, et en même temps, il était le seul membre du gouvernement à l'époque, membre du secrétariat exécutif national. Vous savez, en politique, moi, je n'ai pas de calcul sur les hommes. C'est le résultat qui compte. Si à cette époque, nous avions gagné ici dans notre ville de Rufisque, comme ils l'ont fait,
si nous avions des responsabilités à ce niveau-là, que le président Macky Sall nous compte dans le secrétariat exécutif national, que nous soyons dans le gouvernement, nous pourrions nous positionner dans le leadership départemental. Étant donné que le ministre Oumar Gueye à l'époque était le seul membre du secrétariat exécutif national, était le seul qui a gagné ces 4 communes. Parce que pour les autres communes, comme Yen, c'était le Parti socialiste, dans la dynamique de Benno. Diamniadio, ils étaient dans la coalition de l'avenir avec le défunt maire Badar Mamaye Sène. Il n'y avait que Sedi Kotan qui avait gagné en tant qu'APR. Yen n'a pas gagné en tant que... Sendou n'a pas gagné en tant qu'APR. C'était une autre coalition. Barni n'a pas gagné en tant qu'APR. C'est une coalition qui s'était opposée au leader que nous avons mis là-bas, en l'occurrence l'ancien maire Mardou. Mais en termes de résultats, c'est Oumar Gueye qui a conduit les 4C à la victoire. Au moment de chercher à consolider tous ces acquis, à avoir une image d'unité, il fallait quand même désigner un responsable pour porter les problèmes de l'histoire. C'est pour la raison que nous avons proposé à l'époque Oumar Gueye et qui a été... cette proposition a été validée. De manière unanime, hein? Unanimement et validée par le président. Vous savez, il y a une feuille de présence. Toutes les personnes aujourd'hui qui contestent peut-être ce Oumar Gueye, on avait signé à l'époque en 2014. Pourquoi contester maintenant justement le leadership de Oumar Gueye présentement? Vous comprenez cela, vous? Moi, je ne comprends pas cela et je ne discute pas de cela. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un département. Nous sommes un département et nous devons travailler dans l'unité pour ce département. Le leadership de Oumar Gueye, qu'il soit tête de file, qu'il soit coordonnateur, ne définit pas que tout doit être lui donné sur un plateau d'argent. Nous discutons entre responsables. Nous sommes tous porteurs de projets, nous sommes toujours porteurs de soucis de nos citoyens. Et nous partageons tout cela autour de table. Il arrive parfois qu'on discute durement sur des programmes, sur des propositions. Est-ce que nous devons étaler tout ça sur la voie publique? Nous devons respecter quand même nos citoyens qui nous ont mis au devant. D'accord. Cela ne remet pas en cause son leadership. C'est un excellent leader qui prend en charge vraiment les préoccupations des citoyens. Vous êtes satisfait de lui, vous? Moi, en tout cas, au niveau du conseil départemental, parce que c'est mon ministère de tutelle, je suis très satisfait de son compagnonnage. D'accord. Sur le plan politique aussi, nous sommes en parfaite harmonie sur toutes les décisions qui se prennent au niveau du département. Et nous travaillons vraiment en collégialité avec tous les maires du département dans cette coordination départementale et de Benno Bokk Yakaar et de la paix. Dernière question, vous êtes député à l'Assemblée, de même que le maire de la commune de Bambilor. Quelle relation entretenez-vous justement avec Ndiagne Diop, qui est votre collègue à l'Assemblée et votre ami aussi au département? Excellent rapport. Hein? Vous savez, moi je ne juge pas les individualités. Ndiagne Diop et moi, nous nous sommes connus peut-être avant même qu'ils ne soient de la paix, quand ils étaient peut-être réunis avec le ministre Oumar Gueye. Mais de 2012, quand ils ont intégré la mouvance présidentielle pour accompagner le président Macky Sall dans sa réélection, depuis lors, nous avons toujours travaillé ensemble. Il est vrai qu'il y a eu parfois des discordances dans la vision de la mise en œuvre politique, surtout au niveau des quartiers. En ce qui concerne les quartiers, vous connaissez que les quartiers, c'est une histoire. Une histoire qui a duré, parce qu'ils étaient tous ensemble. Aujourd'hui, il y a des communes séparées qui ont fait que la commune rurale de Sangalkam aujourd'hui est divisée en 4 communes. C'est une histoire que nous maîtrisons, que nous connaissons. Mais sur le plan individuel, j'ai d'excellents rapports avec le maire Ndiagne Diop. Nous nous appelons chaque fois que de besoin. Nous partageons beaucoup parce qu'il a été vice-président du conseil départemental. Donc, quand il a été porté député, il a eu à démissionner. Donc, nous partageons encore aujourd'hui l'Assemblée nationale. Et nous parlons toujours des intérêts du département de Rufisque. C'est un maire très actif, très dynamique, qui travaille aussi pour ses populations. Nous la remercions. Comme de reste aussi tous les maires des 4 sont engagés pour servir les populations. Tout ne peut pas être servi sur un plateau d'argent. On ne peut pas régler tous les problèmes des populations, mais il en demeure aussi qu'ils font beaucoup d'efforts pour être auprès des populations, prendre en charge leurs préoccupations sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du sport, de la jeunesse, etc. Donc c'est l'occasion pour moi de les appeler encore à plus de cohésion, à plus de prise en compte des préoccupations des populations, pour toujours avec notre budget très minime, et il nous est difficile de répondre vraiment à la préoccupation des urgences des populations. Il nous appartient donc dans
appeler à l'accompagnement de l'État pour qu'enfin qu'on puisse régler ces problèmes. Honorable, c'est la fin de cet entretien. Le mot de la fin, c'est quoi avant de quitter ce plateau? Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes trop sérieux, on le sait très bien. Je vous remercie d'abord de cette initiative. Je vous dis que depuis plusieurs mois, beaucoup de chaînes de rencontrer, beaucoup d'interviews de ce genre. Merci beaucoup. J'ai pu trouver les mots nécessaires à me convaincre à vous écouter. Je serai peut-être dimanche prochain dans une autre émission de radio. Merci beaucoup. Parler un peu des préoccupations des populations, des préoccupations politiques, des populations sociales. Merci. Et nous pensons que votre rôle, c'est de vous rapprocher aussi des leaders que nous sommes, partager un peu nos préoccupations, nos idées, afin que ça puisse être assumé et que seul se gagne. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, les populations n'ont pas connu le conseil départemental parce que nous n'avons pas beaucoup de communication. Mais les résultats sont là. Tout à fait. Tout à l'heure, vous voyez, mon assistant m'a amené un peu des chiffres qui ont évolué sur le plan budgétaire, sur la masse salariale, vous voyez, tout ce que nous avons réalisé. Nous avons fait beaucoup de choses au niveau du conseil départemental. Merci beaucoup. Nous allons y remédier. Inch'Allah. Et la Jeune 7 TV sera justement le premier partenaire, en tout cas, désormais du conseil départemental. On l'espère bien, en tout cas. Merci beaucoup. C'était justement le mot de la fin de M. Souleymane Ndoye, député à l'Assemblée nationale, président du conseil départemental de Rufisque. Merci à vous pour cette disponibilité. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Ibou Gueye et Fatou Kinengaï. Merci également à toute la rédaction pour la réalisation. Merci à la régie, justement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro avec notre invité. D'ici là, excellence sur les programmes sur la Jeune 7 TV également. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir, à bientôt. Bye bye.